Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Pause, la parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc. Juste avant de démarrer et de vous présenter nos deux invités du jour, ou j'ai envie de dire même ma nouvelle co-animatrice et notre invité du jour, j'ai envie de rappeler en quoi le partenariat entre ces deux marques est finalement un partenariat qui coule de source. Ce qu'on a réalisé avec les éditions Le Duc, c'est qu'on allait vraiment dans le même sens, à savoir l'envie d'éduquer à la fois nos auditeurs, mais je crois que pour les éditions Le Duc, c'est la même chose, éduquer leurs auteurs, j'allais dire leurs lecteurs, à plus de prise en charge, de bien-être, de responsabilité individuelle. Voilà, la même envie d'aller vers un monde qui change, qui s'ouvre à plus d'amour, plus de dimension de cœur. Voilà, donc que ce soit à travers toutes les publications, tous les livres que vous pouvez rencontrer aux éditions Le Duc, sur lesquels on tombe parfois par hasard, parfois par magie. Moi, j'ai toujours l'impression que la rencontre avec un livre, c'est un petit peu une histoire magique. Ça peut tomber vraiment à un moment où on en a besoin. Voilà, et donc je tiens à rappeler à quel point nos valeurs vont dans le même sens et que pour les auditeurs de Radio Métis Douce, quotidiennement, on donne cette énergie. Alors, il y a le fond de ce qu'on raconte, mais il y a la forme aussi avec laquelle on le fait. Et c'est toujours avec une forme très authentique, même parfois, évidemment, très amoureuse, très généreuse. Voilà, donc cette émission, elle vous est proposée évidemment dans cet état d'esprit. Et donc, je vous le disais, j'aurai une co-animatrice à mes côtés pour les prochains épisodes de cette émission. C'est la directrice générale des éditions Le Duc. Bonjour Karine Bailly de Robien. Bonjour Nathalie. Comment ça va Karine ? Ça va, je suis très contente d'être là. C'est une autre manière pour moi de donner de la voix à nos auteurs. Des auteurs qu'on choisit parce que c'est des coups de cœur et on a envie que leur contenu soit connu, soit lu, soit découvert. Donc merci beaucoup de proposer avec nous cette émission, Nathalie. Alors j'ai une petite question Karine. Sur quels critères est-ce que toi tu choisis les auteurs que tu as envie d'accompagner au sein des éditions Le Duc ? Alors ce que je dis toujours aux éditrices des éditions Le Duc, c'est que quand on hésite à publier un auteur, il faut toujours se demander si on ferait lire cet auteur-là à nos proches, à notre sœur, à notre mère, même à ma grand-mère, parce qu'elle lit beaucoup de nos livres. Et pour moi, c'est très important, en fait, d'avoir une vraie authenticité, une vraie sincérité dans ce choix. Quand on publie un médecin, quand on publie un spécialiste d'aromathérapie, une naturopathe, un médium, il faut sentir que c'est vers cet expert qu'on enverrait nos proches. Donc c'est très intéressant, c'est de se poser la question si déjà, est-ce que ça rentre en connexion avec nous et est-ce que ça pourrait évidemment connecter avec les gens qui nous entourent, qui parfois vibrent aussi un petit peu dans le même sens. Donc c'est la question première peut-être à se poser quand on est la directrice générale d'un groupe d'édition, c'est de se dire est-ce que ça vibre et est-ce que j'aurais envie de l'offrir aux gens que j'aime finalement pour leur faire du bien, parce que c'est un petit peu l'objectif de tous les livres que tu édites. Voilà, on a la conviction chez Le Duc que nos livres, quand ils arrivent au bon moment entre les mains d'un lecteur, ils peuvent changer la vie de ce lecteur. Et c'est vrai que c'est le point commun aussi qu'on a, Nathalie, avec Radio Médecine Douce, c'est qu'on a envie d'aider les gens à être acteurs de leur vie, à explorer d'autres dimensions aussi du savoir, de la connaissance, et qu'on peut vraiment les aider à changer leur vie. Alors peut-être que le livre justement qu'on va présenter aujourd'hui avec l'auteur qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau va potentiellement changer votre vie, chers auditeurs. Le titre de cet ouvrage, il s'appelle Sortilège pour révéler votre féminin puissant. Bonjour à notre invitée du jour, c'est Tiffaine Fournereau. Tout à fait, bonjour. Bonjour Tiffaine. C'est un plaisir d'être là. Je vais très bien. Alors cet ouvrage, on va en parler évidemment tout au long de cette émission. Ce sous-titre de révéler votre féminin puissant, ce sera un petit peu le maître mot de cette émission sur justement cette époque où il y a quelque chose qui se joue pour les femmes, pour le féminin. Les femmes se mettent un peu plus en lumière, en tout cas elles se disent un petit peu plus au monde et vraiment on peut le ressentir en France à plein de niveaux. Alors un niveau où ça peut exploser à certains moments pour ensuite peut-être trouver un chemin un petit peu plus apaisé. J'ai en lisant ton livre été vraiment fascinée du parcours que tu as et j'aimerais que tu puisses en dire quelques mots à nos auditeurs. J'ai même pas envie de donner des titres pour te présenter, juste nous laisser nous raconter déjà la petite Tiffaine, elle avait déjà un lien avec la magie, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ? Alors, effectivement, donc on l'a peut-être dit, je ne sais pas si tu l'as dit déjà, mais je suis médium. Donc ça demande un petit degré de croyance, mais je pense que les auditeurs ici, j'imagine, sont assez ouverts. En gros, médium, pourquoi ? Parce que je parle avec les morts. Donc voilà, en réalité, j'ai découvert ça assez jeune. J'avais peut-être 4 ou 5 ans où j'ai commencé à expérimenter des rêves prémonitoires. Avec surtout des alertes en fait de petites choses qui se passaient pas très très bien autour. Et oui, vraiment l'idée de me prévenir
en fait, et de prévenir mes proches qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer, un accident. Je sais pas, j'ai pas de souvenir spécialement précis à vous raconter, à part cet accident de voiture dont je parle dans le livre, parce que ça m'a vraiment marqué pour le coup. Et ensuite, l'écriture automatique qui est arrivée très tôt dans ma vie, à peu près en même temps que l'écriture elle-même d'ailleurs. J'ai écrit assez tôt, donc vers peut-être 5-6 ans avant l'école. J'étais un peu précoce là-dessus. Et donc, rapidement derrière, j'ai commencé à expérimenter l'écriture automatique. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, on appelle ça aussi la psychographie. C'est en fait une incorporation partielle du corps par une entité, appelez-le comme vous voulez, un défunt. Et donc, je reçois des messages par le biais de l'écriture. Donc, je le différencie parce que ce ne vient pas de mes pensées. Je le reconnais, c'est pas mon écriture, ce n'est pas mon vocabulaire. Voilà, donc ça m'a demandé beaucoup de temps de l'intégrer et d'y croire, parce que j'ai un esprit, je pense, assez cartésien, assez scientifique finalement, même si c'est un peu contradictoire. Et j'essaye de rationaliser tout ça, même encore aujourd'hui. Donc je remets beaucoup en question cette pratique, à me demander, voilà, longtemps j'ai cru que c'était peut-être l'objet de mon inconscient ou un désir de parler, parce que j'ai perdu mon papa assez jeune, donc je lui ai parlé très vite. C'est la première personne avec laquelle j'étais en contact. Et du coup, je me suis dit, pour rationaliser adolescente, que c'était peut-être un désir de petite fille de pouvoir garder un lien avec ce père décédé. Je n'ai pas de réponse réelle, mais par contre, je ne peux faire que croire en ça, parce que j'expérimente chaque jour cette pratique et que je ne l'explique pas. Mais par contre, c'est fou. C'est fou les résultats et les messages que je reçois. Des messages pour les autres. Donc du coup, une fois qu'on a quitté le soi, enfin les messages pour soi ou pour les proches, on se rend bien compte qu'on est vecteur de quelque chose en tout cas. Donc c'est de se demander peut-être à quoi ça sert, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la vie m'a donné ce don, comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, c'est réaliser comment le mettre en œuvre finalement dans une vie quotidienne d'une femme trentenaire qui a sûrement envie d'avoir une vie d'une femme moderne à notre époque. Complètement, et puis je fais plein de choses à côté en fait, c'est pour ça, c'est arrivé très tard finalement l'envie de m'en servir, enfin c'est même pas l'envie, puisque j'ai l'impression que ça m'a été presque imposé. J'ai eu cette urgence à un moment d'aider les autres. Et puis, je me suis vraiment rendu compte que c'était un pouvoir pour aider, vraiment. Et alors, est-ce qu'on cultive au quotidien ce pouvoir qu'on a ? Est-ce qu'il y a des rituels ou des manières de le cultiver ? Complètement. Alors là, c'est plus d'ailleurs l'objet de ce livre, qui est un peu loin de cette pratique de psychographie qui, elle, est très présente dans ma vie. Pour le reste, j'ai toujours ritualisé les choses. Je n'ai jamais suivi de système à proprement parler. C'est très empirique comme pratique, même si je me suis énormément documentée finalement sur la religion Wicca notamment, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas non plus, une pratique de magie blanche. J'ai beaucoup lu sur le sujet et je me reconnais pas vraiment dans les dogmes en règle générale, même si je respecte beaucoup les religions et que j'ai absolument rien contre, évidemment, mais par contre, ça ne me parlait pas dans l'entièreté, en tout cas, de cette religion, puisque c'en est une, finalement, même si c'est très païen et que c'est très ouvert, etc. Il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais, mais globalement, j'avais envie d'un truc un peu plus libre, en tout cas, qui me ressemble davantage. J'ai une maman qui est naturopathe et réflexologue, donc j'ai toujours baigné, finalement, dans les huiles essentielles et la médecine un peu alternative, ou en tout cas holistique, beaucoup de pierres à la maison, beaucoup de cristaux, beaucoup d'huiles essentielles, je l'ai dit, de plantes, etc. Donc j'ai été assez tôt sensibilisée à ça, et je me suis vite rendu compte qu'elles avaient des pouvoirs assez fascinants, et que déjà ça, c'était quelque chose. Et ensuite, pour ce qui est des rituels, par rapport à la question posée, sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte vraiment tardivement que je faisais à chaque grande fête païenne suivie par les sorcières en général, donc j'en parle aussi, les célébrations à la lune ou au soleil, je faisais des choses. Donc je sais pas, j'écrivais des vœux, ce que je désirais, je l'écrivais dans un carnet, ou je faisais des rituels. Mais de manière inspirée, complètement, sans suivre complètement des règles. Instinctivement. Et puis, oui, des choses, mais vraiment jusqu'à des détails un peu troublants. Je me suis mariée, on s'en fiche il y a quelques années, mais c'était pour raconter. On s'en fiche pas. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le cœur de ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, je suis partie donc dans les Pouilles pour mon enterrement de vie de jeune fille, voilà. Et c'était un soir de pleine lune.
Et donc, je me suis retrouvée avec que des femmes extrêmement puissantes, extrêmement différentes, parce que j'ai beaucoup d'amies différentes. On n'est pas du tout un groupe, en fait. J'ai réuni des femmes très différentes, très puissantes, très sûres d'elles, des super nanas, évidemment. Ce sont mes meilleures amies, donc je ne peux pas en parler dans d'autres termes. Mais on s'est retrouvés donc dans cette maison avec une piscine avec de l'eau salée. Et on s'est retrouvés sous cette pleine lune à faire des rituels complètement instinctivement à minuit. Et quand j'ai lu plus tard quelle était cette soirée-là, la signification, j'ai trouvé ça fou. On avait mis des bougies oranges parce que c'était celles qui étaient dans la maison. Pas du tout, on les avait pas ramenées pour l'occasion. Et tout correspondait en fait à cette fête. Donc bon. C'est assez troublant parfois comme ça. Que ça vienne de manière assez inspirée. J'aimerais rebondir sur quelque chose qu'on échangeait avant de démarrer l'émission, à savoir, tu me confiais que ta confiance en toi, le moment où tu as réussi à justement créer un espace en toi de confiance, ça a justement développé encore davantage cette intuition et presque ce phénomène de synchronicité. À savoir que les choses se passent avec fluidité, qu'on pense à... Là, tu nous parles des bougies. Bon, il y a un rituel peut-être qui existe avec des bougies oranges et toi, tu trouves ces bougies oranges. Voilà. Est-ce que la confiance en soi peut mener justement à développer plus de magie? Ah ouais, complètement. Je pense que c'est un peu le cœur finalement. Moi, ce livre, en tout cas, a été écrit pour des sorcières qui font déjà des rituels et j'espère qu'ils se retrouveront dans toutes les maisons de ces sorcières-là qui ont besoin juste d'inspiration ou l'envie de changer un petit peu de leurs habitudes. Mais surtout, c'est un livre de développement personnel et j'espère que ça va en tout cas aider des femmes à se connecter à elles, à se connecter à leur confiance, à leur puissance. Et parce que la confiance en soi, finalement, on est dans une société où c'est extrêmement difficile quand même naturellement en tout cas, d'être très confiante. C'est très mal vu finalement une femme qui arrive et qui dit voilà, moi je me trouve belle par exemple, je me trouve puissante, je me trouve intelligente. Moi, je ne croise pas de femmes comme ça, ou très rarement. Et même, moi-même, j'en suis pas là. Hein. Mais par contre, j'aimerais beaucoup arriver à quelque part et arriver à dire... Dans une forme de revendication presque, mais en tout cas, juste de reconnaissance, mais de soi-même, en se disant, oui, j'ai des qualités, elles existent, elles sont là, et je n'en ai pas honte, en fait. Et on a plus facilement accès à ce qui ne va pas, et on dit plus rapidement que, je sais pas, qu'on n'est pas très doué en ça, et ça ne nous pose pas de problème. Par contre, dire qu'on est doué, c'est un vrai exercice, quoi. Et ça me pose problème beaucoup, parce que ça a été un frein dans ma vie, dans mon développement personnel. Vraiment. Et au-delà d'un frein, c'est que ça m'a fait perdre beaucoup de temps, je pense. De me trouver pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez drôle, pas assez belle, pas assez... ça va, quoi. Donc, ce livre, c'était vraiment ça. C'était de reconnecter les femmes à leur pouvoir, à leur confiance et leur dire qu'en fait, tout est possible. Et quand on veut quelque chose et quand on met en place les choses pour l'avoir, on l'a, en fait. Et donc, dans ce livre, il y a au-delà de ces rituels qui sont là, parce que je pense que c'est important de ritualiser les choses pour les ancrer, pour savoir ce qu'on veut vraiment et pour les appeler, en fait, tout bêtement. Et d'être dans l'action, c'est quelque chose déjà. On est déjà dans l'avancée de sa vie. Donc, ritualiser, pour moi, c'est ça. Au-delà de la sorcellerie ou de ce que vous voulez y mettre, en fait. C'est au-delà de ça. N'importe quelle femme peut d'ailleurs adapter ces rituels-là à ses pratiques personnelles ou en tout cas à ce qu'elle ressent. Voilà, ce qu'elle ressent. Exactement. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des choses pour que chaque femme puisse s'approprier les sorts et en faire ce qu'elles veulent. Dans la forme qu'elles veulent. Vraiment... Donc évidemment, il y a des bases qui sont les miennes, c'est la façon dont je pratique moi et j'espère que ça va parler à d'autres, mais en revanche, voilà, il y a aussi beaucoup d'outils pour que ça devienne vraiment autre chose, quoi. J'aime beaucoup, excuse-moi, je t'interromps, mais j'aime beaucoup cette idée dans ton livre de dire, en fait, nous sommes des femmes, donc nous sommes sorcières. Est-ce que tu pourrais développer ça? Il n'y a pas chez les femmes des moldus et des sorcières, il n'y a finalement que des femmes qui, au départ, lorsqu'elles naissent femmes, donc dans ce genre féminin, sont intrinsèquement des sorcières. On est très liés à la lune plus que les hommes. Ça, c'est quelque chose, c'est lié à nos cycles notamment, mais c'est même pas que ça. On a une sensibilité particulière quand même en tant que femme. Et puis, par exemple, dans mon cas, c'est vrai que c'est un héritage des femmes de ma famille, des deux côtés. Donc il y a quand même un truc comme ça, un petit peu de transmission et ce livre s'adresse davantage aux femmes puisque, après je sais pas si des hommes trouveront leur compte et peut-être, et ce serait super, mais en l'occurrence là, effectivement, je parle à des femmes parce que j'ai envie qu'elles se reconnectent à ça et on en parlait aussi en off tout à l'heure, mais c'est très transversal par rapport à mon histoire, à mon parcours, à ce que je fais.
c'est qu'à côté, j'ai un fanzine féministe qui s'appelle Pitch. Et je fais de la musique et j'ai un projet musical où c'est l'histoire d'une femme, finalement, d'une femme forte, un peu vengeresse, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, cette figure de la sorcière aussi existe dans mon projet musical, puisque il s'appelle La Voisin. Et La Voisin, c'était une sorcière sous Louis XIV, une empoisonneuse. Donc finalement, tout s'imbrique et l'envie vraiment de mettre les femmes sur le devant et de les reconnecter à elles, c'était vraiment important pour moi. Et cette figure de la sorcière, effectivement, qui a été dont on parle beaucoup, qui est un peu dans toutes les bouches aujourd'hui et qui a été un peu aidée par Mona Chollet notamment avec son livre Sorcière qui est un bijou, et puis il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'emblème féministe par excellence, c'est cette figure de la femme forte qui s'émancipe de ce qu'on lui impose, etc. Et je suis contente d'incarner un peu ça aussi, même si je me revendique jamais sorcière. On m'a beaucoup appelée comme ça et j'en suis assez fière, finalement, de ça, de cette singularité-là et de cette force. Alors parmi les auditeurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se sentent pas forcément connectées à leur pouvoir magique, j'allais dire. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller justement pour... Voilà, on n'a pas toutes des traditions familiales sorcières, on n'a pas toutes identifié des pouvoirs qu'on peut avoir de médiumnité ou d'écriture automatique. Comment on fait pour se reconnecter justement à cette puissance ? C'est une très bonne question. Déjà, je pense que de façon très simple, au quotidien, juste d'essayer d'écouter son intuition, quoi. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on n'a pas le temps ni de s'écouter ni de rien, en fait. On se laisse souvent porter par la vie et on se fait un petit peu manger par nos obligations et par tout, en fait. On a beaucoup de distractions, finalement, et c'est dur de se reconnecter à ça. Donc, le premier point, le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se reconnecter à son instinct et à ce qu'on ressent vraiment profondément. C'est-à-dire, là, j'ai une décision à prendre, comment je peux vraiment être sûre de ce choix, en s'écoutant, quoi. Et c'est un exercice qui est un peu difficile, mais qui vient vite. Je donne des petits conseils, des petits exercices que moi, j'ai commencé par faire aussi au quotidien. Beaucoup de méditation, de visualisation. La visualisation, c'est, pour donner un petit peu le concept, moi, je commence toujours par méditer. On arrive dans un état un petit peu comme ça, de vide, de reconnexion à soi, Et ensuite, la visualisation, c'est vraiment essayer de penser à quelque chose qu'on veut, comme si on l'avait vécu. Donc, je donnais l'exemple la dernière fois parce que ça me touche particulièrement, parce que je suis musicienne, mais par exemple, si on s'imagine chanter à l'Olympia ou dans une grande salle qui nous fait vraiment envie et rêver, de ressentir vraiment, de se voir dans la loge, on monte sur scène, il y a les musiciens, on sent la foule, etc. Ressentir tous les petits détails de l'expérience, quoi. Parce que le cerveau, figurez-vous, ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu ou quelque chose qui a été imaginé. Donc plus on est précis, plus on l'imagine, plus on le ressent, plus on a l'impression de l'avoir vécu, plus le corps, en fait, va appeler ces énergies-là, en fait. Puisqu'il a l'impression d'avoir fait l'Olympia, lui. Donc du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, il y en aura un deuxième, mais en vrai. Donc ouais, a priori, ou en tout cas une grande salle ou quelque chose. En tout cas, on va appeler en fait vers nous la musique, puisque c'est ça qu'on veut. Et ça marche pour tout. Évidemment, c'est un exemple, mais ça marche vraiment pour tout. Et moi, je l'ai expérimenté et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue ce que ça apporte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité des humains se préparent plus à échouer pour ne pas être déçus qu'à réussir. Et donc, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la visualisation, plus elle est positive, plus elle va être créatrice. Mais après, elle est aussi créatrice dans le négatif, mais bon. Mais elle doit être positive de toute manière. Ça, c'est un truc qui est vraiment, c'est le point d'honneur dans la magie, mais en tout cas dans tout finalement. C'est vraiment de formuler tout au positif, toujours pour soi. On ne fait jamais on ne ritualise pas pour les autres, même pour des amis proches, même pour son enfant, ou même si c'est positif. Hein, on n'appelle rien pour les autres. On est responsable que de soi et on laisse les autres tranquilles. On peut les conseiller de faire des choses dans ce sens, mais en revanche, on ne fait rien d'autre que nous. Ouais. On ne s'occupe que de soi, ouais. Évidemment. J'ai une grande question qui me vient sur la jalousie, notamment la jalousie entre femmes. Là, tu parlais tout à l'heure des transmissions de magie blanche. Voilà, il pourrait y avoir, alors tu vas nous éclairer sur ce sujet-là, une forme de magie noire. Et évidemment, alors en plus, quand on a peut-être des origines un peu orientales, on a entendu souvent des histoires se passer où les gens faisaient de la magie noire, enterraient des choses, enfin voilà, voulaient faire du mal aux autres. Et moi, je pense beaucoup entre femmes souvent à cette notion de la jalousie et de la compétition. Est-ce que selon toi, déjà l'énergie de la jalousie est-elle une énergie qui vient créer une forme de magie, mais pas positive, justement, plutôt négative? Et est-ce que la magie noire existe vraiment?
Complètement, mais alors, les deux marchent très bien. Effectivement, la jalousie entre femmes, c'est un vrai problème, et je pense que j'en parle aussi dans le livre. J'ai été victime comme toute femme de ça finalement, mais il faut quand même se rendre compte qu'entre femmes, on peut faire de très belles choses, et quand on transforme cette idée-là de jalousie, ou même d'envie qu'on ressent tous à un moment, parce que en plus on est dans une société qui se regarde beaucoup et qui regarde beaucoup les autres, qui se compare en permanence, donc même si on n'a pas envie d'être jalouse, il y a bien un moment où il y a une petite envie qui vient poindre. Donc l'idée, c'est vraiment, moi j'invite vraiment les femmes, même si c'est des pratiques très, très personnelles dans ce livre, c'est des choses que je fais seule, donc que j'invite à faire seule. Mais par contre, j'invite toujours les femmes à cheminer ensemble, en tout cas à s'échanger des bons plans, à s'échanger, je sais pas, des choses qui ont marché pour elles, etc. Et surtout d'essayer de se rassembler en coven, en petits groupes de femmes puissantes, et de justement, c'est le seul moyen, à mon sens, de contrer cette jalousie-là et tout cet aspect négatif qu'on peut avoir, surtout entre femmes, alors qu'on est dans une ère où au contraire, quoi. On a besoin d'entraide. Serrons-nous les coudes et fonçons vers quelque chose de positif. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sororité. Oui, complètement. Dans ce sens-là. Tout à fait. Mais alors, on parle de magie noire. Est-ce que la vengeance, c'est quand même possible ? Alors, moi, j'invite vraiment à faire le plus possible de choses positives. La vengeance, pour moi, la meilleure vengeance, ça va être d'être très heureux et de faire sa route en parallèle. Et c'est à mon sens, un vrai pied de nez à quelqu'un qui vous jalouse ou qui vous veut du mal. Donc, de lui renvoyer sa réussite et son bonheur, pour moi, ça, c'est une belle façon de se venger, personnellement. Mais, donc, moi, j'inviterai jamais personne à faire de rituels négatifs. À vouloir du mal pour les autres, c'est-à-dire que vouloir du mal pour les autres ou se réjouir quand quelqu'un, même si cette personne on l'apprécie pas, on n'a pas d'affinité, on sent les gens qui peuvent se réjouir du malheur des autres, et ça, je pense que le karma ou la magie se chargera de ces gens. Pour moi, c'est déjà la chose à se dire de toute façon, j'ai confiance en la vie, elle va gérer le dossier pour moi, donc c'est ça. Moi, je crois vraiment en ça. Il y a des gens qui pensent, effectivement, quand on envoie quelque chose de négatif, il vous revient par 3 fois, etc. Bon, pourquoi pas ça me parle pas des masses. Mais par contre, je crois vraiment que quand on veut du positif, il faut appeler le positif par du positif, quoi. Et que le négatif n'a pas sa place. Alors évidemment, c'est tentant de vouloir que sa voisine sublime perde tous ses cheveux et qu'elle prenne 6 kilos par jambe par jour. Mais est-ce que c'est bien constructif, quoi ? Alors que si on demande soit d'être beaucoup plus rayonnante, d'avoir la même chose, pour soi, c'est quand même plus agréable de se dire que on peut arriver à atteindre ce truc-là, quoi, sans avoir à descendre ses voisins. Moi, je pense un petit peu à cette époque où, justement, alors il y a un essor des femmes qui ont envie de retrouver plus de liberté, et d'un point de vue aussi parfois physiologique, on a envie de cesser d'avoir une espèce de camisole chimique qui est par exemple la pilule contraceptive. Ouais. Et donc, je voudrais te faire parler peut-être des lunes, justement. Tu parlais de l'aspect cyclique qui est présent en chaque femme. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas connectées à elles-mêmes aussi parce qu'elles ont parfois une prise de pilule contraceptive notamment. Alors, c'est pas pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est une question de choix personnel, mais en tout cas, ce qu'on peut quand même remarquer pour les femmes qui en ont fait l'expérience, c'est que on n'est pas les mêmes dans notre connexion à nous-mêmes avec ou sans pilule, et notamment vis-à-vis de nos lunes qui sont nos règles. Ouais. Mais complètement, mais les hormones chimiques ont forcément un impact, surtout sur nos humeurs, sur notre personnalité, sur notre connexion à nous. Et effectivement, tu l'as dit, on n'a pas toujours le choix, et c'est très compliqué aujourd'hui. Et avec le corps médical, mais aussi juste de trouver quelque chose de pas trop contraignant et de possible, en fait, sans hormones. C'est hyper dur. Et moi, comme beaucoup de femmes, j'ai expérimenté ça. Et effectivement, j'ai vu une différence énorme entre le moment où j'étais sous hormones et plus. Donc, sans inviter toutes les femmes à dire, bon, si vous voulez vraiment pratiquer et arrêtez tout. Non, mais c'est vrai que tu as raison, c'est un vrai... sans être un frein, c'est vraiment quelque chose qui va venir perturber. Mais pour autant, je pense qu'on peut en plus en ayant conscience, on peut se reconnecter à ça. Mais peut-être avec plus je sais pas, avec un axe un peu différent. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais posé la question. Je sais qu'il y a beaucoup de plantes qui aident à réguler les cycles, aident à se reconnecter un petit peu à ça et un peu à calmer les hormones et voilà.
Mais je me souviens même plus de ta question, tu vois. Non, mais est-ce que ça nous éloigne de notre nature ou pas, en fait, et notamment Sûrement. de notre nature de sorcière, et parce qu'il y a une sorte de domestication même. Alors, je sais pas si cette émission est adaptée à cette question-là ou à cette vision-là, mais c'est vrai que même sur la question de l'épilation des femmes, et moi je pense à leur épilation intime, comment aujourd'hui les femmes sont domestiquées là-dessus, il y a vraiment un diktat. Alors, je dis pas qu'il faut forcément se balader avec des touches sous les bras, mais voilà, mais c'est trouver un juste milieu là-dedans. Ça tend un peu à changer, effectivement. Je pense pas que ça ait un réel impact après enfin, c'est tellement ancré. Il y a beaucoup de femmes qui se remettent en question aujourd'hui sur le pourquoi. Par exemple, j'ai fait cette démarche personnellement. J'ai beaucoup d'amies qui ont arrêté de s'épiler parce qu'elles pensaient que c'était vraiment une contrainte pour elles et que c'était uniquement sociétal. Moi, j'ai conscience que c'est sociétal, mais en revanche, je le prends comme un temps pour moi. Donc pour l'instant, ça n'est pas gênant pour moi dans mon quotidien que de m'épiler, par exemple. Par contre, je me mets pas de pression si c'est pas le cas. Je pense que voilà, je suis très très détendue vis-à-vis de ça, mais je pense que surtout, en fait, l'idée de s'épiler ou pas, ou de prendre des hormones ou pas, tout ça, c'est une question de choix. Et quand on fait un choix éclairé, c'est-à-dire quand on sait pourquoi on le fait, c'est comme se maquiller, par exemple. J'ai plein d'amis qui ont arrêté de se maquiller à un moment parce qu'elles trouvaient que c'était pénible. Bah super. Et j'aime l'idée, en tout cas, que ça change et que les gens, en fait, se posent la question, en fait. Et donc, du coup, ça, qu'on le fasse ou pas, quand on le fait pour les bonnes raisons, et on est en accord avec soi, quoi, je pense. L'idée de se dire que ces poils-là existent et qui font partie de nous, et que peut-être qu'on se reconnecte davantage encore à notre essence pure, à notre nous, mais je crois pas que ce soit non plus un frein à ça. Mais je pense que c'est une démarche à faire quand même, de bien toujours se reposer la question, mais que ce soit ça ou sur n'importe quoi en fait, de bien se rappeler de pourquoi on fait les choses en fait. Et c'est aussi une clé pour le bonheur, je pense, de se remettre en question sans arrêt. Est-ce que la moi d'aujourd'hui veut toujours aller faire l'Olympia, ou est-ce que c'est la moi d'il y a 10 ans qui voulait faire l'Olympia à fond parce qu'elle voulait être musicienne et gagner sa vie avec ça? C'est surtout ça en fait, je pense, qui va être la clé. C'est toujours se remettre en question et de savoir pourquoi on fait les choses, en fait. Et la nature, alors, ça aide à se connecter à son féminin puissant. Quel conseil tu donnerais justement aux auditrices et aux lectrices qui vivent en ville? Comment est-ce qu'on fait en ville pour se reconnecter à la nature? Ouais, c'est une très bonne question et c'est un vrai gros débat en ce moment. Il y a beaucoup de green guérilla, etc., de femmes et d'hommes d'ailleurs, mais qui essayent de ramener la nature en ville. Et c'est possible en plus, vraiment, il y a un espace pour ça. Et puis je crois qu'il y a une vraie envie de plus en plus forte, en tout cas, de ramener la ville, ramener la nature dans la ville. Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses. Je sais qu'il y a pas mal d'assauts, etc., comme Seeds, qui sont des super nanas qui s'échangent, par exemple, des boutures ou des graines pour se reconnecter un peu à la nature et qui font ça. Enfin, je trouve ça génial. D'avoir des plantes chez soi, déjà, c'est un vrai bon début. Et de s'en occuper et de se rendre compte comment comment on s'occupe d'une plante, de quoi elle a besoin. Est-ce qu'on la met près d'une fenêtre? Est-ce qu'on la met dans l'obscurité? Enfin, tout ça, s'occuper déjà d'autres choses. Avec nous aussi. Comment on peut tuer des plantes chez soi dans des moments où on va pas bien, non pas juste parce qu'on arrête de les arroser, mais il peut y avoir cette notion-là assez magique de l'énergie qui circule. Complètement. Et je pense que c'est un bon début, en tout cas, de se reconnecter à la nature en ayant des plantes tout bêtement chez soi et en s'en occupant. Et je sais que moi, j'ai une main verte très foncée alors, parce que j'ai tué des plantes pendant des années, j'étais incapable de m'occuper d'une plante et je comprenais pas parce que j'avais vraiment envie d'en avoir et c'était catastrophique. Et il y a un moment où j'ai commencé à aller vraiment bien en fait, à être vraiment à ma place et c'est marrant, j'ai plein de plantes chez moi et elles vont très bien, donc c'est vraiment, tu te disais, c'est vraiment en corrélation avec nous quoi. Donc être en accord avec la nature en ville, je pense déjà c'est pas mal de faire ça. Puis après il y a des parcs formidables partout, donc rien que d'aller se balader un petit peu au vert, c'est déjà quelque chose quoi. Alors concernant justement tous les sortilèges qu'on vous invitera, chers auditeurs, à découvrir dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux femmes pour cette peut-être dernière question à mettre en place? Alors est-ce que ce serait suivre un petit peu ton conseil, à savoir toi qui a été ta propre expérience, d'aller lire des choses et puis elles-mêmes choisir ce qui leur convient, ce qui vibre avec elles, de prendre un petit peu dans certains rituels et d'en inventer avec nos codes à nous. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui aux femmes pour se créer leur rituel et même des régularités de rituels?
Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'idée de faire déjà. Donc, commencer par faire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des livres, de les lire, de garder cette théorie, d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais avant tout, il faut faire, quoi. Mais même des toutes petites choses, par exemple, pendant la nouvelle lune, écrire un petit peu ses intentions, c'est un tout petit début, et c'est déjà super. C'est déjà bien. Et juste bien définir aussi ce qu'on veut. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Parfois, on envoie des choses à l'univers qui ne sont pas du tout claires et du coup, on reçoit n'importe quoi, en fait. Et c'est assez important, avant tout, de savoir ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire que notre vie va changer? Et ensuite, mettre en place des choses. Donc, commencer par des tout petits trucs. La méditation et la visualisation, vraiment, j'invite les gens 5 minutes par jour, c'est rien du tout. Le soir ou le matin, un moment calme à la maison, de prendre ce temps-là pour soi, parce que même au-delà de la magie, c'est un temps pour soi, donc ça, c'est déjà important. Et après, tout le reste va aller de soi. Par exemple, acheter des pierres, si c'est ça qui vous attire, vous le saurez tout de suite. Vous allez prendre une pierre dans la main et vous allez vous rendre compte que c'est la pierre qu'il vous faut par rapport à ses propriétés, parce que on est attiré comme ça par des choses, les choses qu'il nous faut, en fait. Donc c'est drôle de se rendre compte de ça. Donc voilà, avant tout ça, vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps pour faire, ritualiser, commencer en fait. Avec n'importe quoi, une bougie blanche, un chauffe-plat et de l'encens et on est parti. Hein. L'idée c'est juste de commencer. Puis après, si ça prend, ça devient une obsession de toute manière et on se retrouve avec son grimoire. Avec son grimoire et plein de choses dans la maison. Mais voilà. Et puis, il n'y a pas de règles, surtout. Enfin, moi, j'invite vraiment à la liberté là-dedans. Quoi. À créer ses propres règles. Ouais, complètement. Chère Karine, je crois que tu as un petit questionnaire pour notre invité. On va inaugurer avec toi, Tiffany, un nouveau rituel dans l'émission. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est un questionnaire de Proust ou un portrait chinois à la sauce Le Duc. Et je voulais te demander, alors, si tu étais une huile essentielle, comme je sais que tu as une maman naturopathe, laquelle ce serait? Je pense que ce serait le Ravtsar. Alors déjà, rien que parce que tout le monde dit Ravinsara et qu'il est temps que le mot soit dit de la bonne façon. Que ça se prononce. C'est un combat, un très bon combat. D'accord. Non, voilà. Alors ça s'écrit Ravinsara. C'est plus joli. Ouais, c'est un peu comme mon prénom. Ça s'écrit Tiana, Tiffany Tiana, mais ça se prononce Tin. Et ben le Ravinsara se prononce Ravtsar. Voilà, déjà, rétablissons la vérité. Et ensuite, c'est une huile essentielle qui est super parce qu'elle soigne absolument tout. Une goutte sur un sucre et on ne tousse plus. En inhalation, sur un bouton, n'importe quoi. C'est une super huile. Donc, le Ravtsar. Et alors, quelle est ta pierre thérapeutique? La labradorite, qui est une pierre que je trouve déjà très belle, qui peut être un peu bleutée, verte, voilà. Et c'est une pierre de protection, donc je pense qu'on en a tous besoin, à un moment ou à un autre. Et par exemple, c'est ma pierre préférée, donc j'en ai vraiment beaucoup à la maison. Et elle se charge tellement de mauvaises énergies qu'on doit m'envoyer. Non, je peux attendre. Qu'elles explosent. C'est des pierres qui, en fait, travaillent tellement fort qu'elles ont tendance à, quand elles ont fini leur travail, à se fissurer. Et déjà, rien que ça, je trouve ça super. Qu'elles aient leur propre vie et qu'elles choisissent leur fin. Voilà. Alors Tiffany, tu es une merveilleuse autrice. Moi, j'aime beaucoup ton livre. Et puis encore, je ne connais pas l'écriture automatique quand ça te vient. Mais si tu étais un livre, quel serait ton livre de chevet? Il y a forte chance que ce soit Anaïs Nin, parce que je la lis beaucoup depuis des années et qu'elle est tout le temps pas très loin de moi. Ou bien La Conjuration des imbéciles, je sais pas, peut-être l'un ou l'autre. Très belles références. Tiffany, je voulais t'offrir un livre. Donc c'est un livre qu'on publie aux éditions Le Duc ce mois-ci, donc juste après le tien. Je suis gâtée. Qui est une autre de nos autrices qu'on adore, qui s'appelle Lula Riouri, qui elle est magnétiseuse, guérisseuse, spirit et médium. Il faut que je rencontre cette femme. Elle est merveilleuse. Et en fait, quand j'ai lu le livre et j'ai lu ton livre, je me suis dit que vous aviez beaucoup de choses en commun et on aimerait beaucoup justement vous faire vous rencontrer. Le livre s'appelle Secret de guérisseuse et je serais très curieuse de savoir ce que tu ressens en le lisant. Avec plaisir. Hop. En lecture automatique, non? En tout cas, très belle couverture. J'en ai un exemplaire pour toi aussi, Nathalie. Merci beaucoup. De le lire, j'aime beaucoup cette couverture. Alors en plus, sur Radio Médecine Douce, on apprécie vraiment beaucoup Lila, puisqu'on la reçoit depuis des années. Et moi, c'est une femme qui a changé ma vie, impacté ma vie très très fortement. Mais comment ne pas le lire, ce livre, avec tout ça? En termes de médiumnité et de magie et tout ce qu'elle a pu me raconter
dès les premiers instants où voilà, on s'est croisés, c'était assez dingue. Merci pour le cadeau. Ah ouais, merci beaucoup, j'ai hâte. Alors pour conclure cette émission, évidemment, dans quelques instants on va te remercier Tiffany Tin, mais je voudrais inviter les auditeurs à suivre le Duc sur les réseaux sociaux, évidemment sur la page Facebook et le compte Instagram, et s'inscrire à la newsletter. Si je dis pas d'erreur, Karine, on reçoit un petit exemplaire, un petit passage du livre. Exactement. Voilà, si on est inscrit de Tiffany Tin. À la newsletter. Inscrivez-vous donc à la newsletter, enfin. Tiffany Tin, on a passé un moment délicieux, je parle pour Karine et moi, mais voilà, à tes côtés, c'était un bonheur de te rencontrer. On vous invite évidemment fortement à découvrir cet ouvrage Sortilège pour révéler votre féminin puissant. C'est aux éditions Le Duc, vous l'aurez compris. Merci Karine pour cette première co-animation dans la joie et la bonne humeur. Avec plaisir. C'était pas mal comme première fois, non? C'était bon, on débriefe en direct, nous on est comme ça. Merci beaucoup, en tout cas je suis contente d'avoir assisté à ça. Merci, merci Tiffany Tin Fournereau et à bientôt chers auditeurs. Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre.